Merci, merci, merci Jacques. Dans ce moment que nous avons appelé avec Jacques conversation, on vous laisse un petit peu la parole et je voulais saluer, parce que là nous voyons bien le champ immense qui s'ouvre devant nous pour l'année 2015 et c'est aussi parmi les objectifs et le rassemblement de ces différentes personnes et personnalités qui depuis un an mettent en place des propositions, des suggestions, des recherches. Nous nous sommes aussi tournés bien sûr vers le musée Rigaud et Jacques a parlé de Frion. Nous sommes tournés aussi vers les archives municipales bien sûr, mais nous sommes tournés aussi départementales. Et là je me permets de citer, parce que nous sommes aussi dans ces périodes inverses. Jacques a cité Frion, Arago. Là où nous allons aller tout à l'heure, sur la place Jobert de Passat, il y avait devant la maison natale Jobert de Passat. Et nous nous trouvons, et je salue Jacques Saquet, qui est historien de Jobert de Passat, nous nous trouvons toujours, et c'est vrai qu'on participe à ton voyage lorsqu'on parle de François de Fossat à Cadix avec Haydn, les 7 paroles du Christ. Il y a aussi dans les destinées des hommes et dans leur correspondance, là où Jobert de Passat est né 10 ans après, et mort 9 ans après François de Fossat. Là où l'un est pressenti à partir en faire toute l'irrigation de l'Ukraine, et en étant secrétaire de Talleyrand, sa famille le rappelle à Passat. Là où François de Fossat, lui, quitte Perpignan et part à Madrid, Mexique, revient et reviendra ensuite en France. Et il y a dans ces deux personnalités, je vais passer la parole à Magali Rieu, des centaines pour l'un et comme l'autre, des centaines de lettres exceptionnelles qui commencent seulement à être déchiffrées, abordées, examinées, avoir besoin d'être mis en lumière. Les centaines de lettres, bien sûr, de Jobert de Passat sont au monastère d'El Camp. Et les centaines de lettres, peut-être plus, vous me direz Magali, mais on en a vu, c'est exceptionnel, on les a regardées avant. On souhaite bien sûr faire des lectures, parce que ces correspondances, et je sais que Jacques y reviendra probablement dans cette conversation, c'est cette relation de ces lettres quotidiennes, de sa vie, de son œuvre, de sa démarche, de ses rencontres, de ses amours, avec sa sœur, ici. Et ce sont donc ces correspondances, c'est-à-dire qu'on a, si je ne me trompe pas, est-ce que j'ai lu les lettres de François de Fossat, mais nous n'avons pas les retours. C'est-à-dire que nous n'avons pas les réponses de sa sœur. Et donc là, nous sommes devant nous, et je sais que vous avez engagé et entrepris un travail. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Parce que c'est sur l'éclairage, et 10 ans après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fondateur, c'est aussi une dimension tout à fait nouvelle qui va venir donner des éléments extrêmement enrichissants et nous permettre de parler de l'homme et de son temps. On parlait de Jobert de Passat et de François de Fossat, qui habitaient l'un à l'autre. Hein. Tout le monde le sait probablement. Jobert de Passat habitait à l'intendance. Nous avions fait des lectures des lettres de Jobert de Passat pour l'inauguration. Cette place, la place du restaurant Le Figuier, où nous allons tout à l'heure, devrait s'appeler la place Jobert de Passat, François de Fossat. Allez, reprends ton micro, c'est ouvert. Je voulais en parler de ça. Un détail important tout de même. Hein. La mère, pas la mère de François de Fossat, la mère de son père est une Jobert. Alors, cette Jobert ne renvoie peut-être pas directement à Jobert de Passat, mais renvoie à Jobert de Réart. Hein. Jobert de Réart de Ponteilla. Et dans la correspondance, il y a au moins 2 références à Ponteilla. Est-ce que ce sont des références biographiques? Entendu. Aucun rapport. Entre les deux, Jobert. Oui, oui. Oui. Avec Jobert de Passat. Donc c'est avec Jobert de Réart. Et donc, on vous passe à part. Ponteilla, oui. Je vais passer à Magali. Si, si. Et le nom tient à la seigneurie de Passat, donc qui était titulaire, qui a été confirmé plus tard par Charles VI. Et dans ces destinées, Magali, je vous passe le micro, dans ces destinées qui se croisent lorsque tu parlais, Jacques, de Haydn et de Cadix,
sans influence directe sur la... Bien sûr, sur les... Nous en avons parlé ensemble, Jacques. Il y a 1808 où François de Fossat est à Madrid, et lorsque nous avons travaillé en face, au 13 de Mayo, il y a au même moment, François de Fossat est en même temps que Goya, avec l'armée française, dans l'occupation de Madrid. Et là, il y a des lettres, j'ai lu des lettres de Goya qui en témoignent, qui ne parlent pas de François de Fossat, ni François de Fossat de Goya, mais il y aura certainement des choses très très intéressantes sur ces témoignages de cette époque, puisque là, on se renvoie à des destinées politiques et historiques fortes. Magali. Oui. Alors, donc, je travaille aux archives départementales, donc c'est un service qui... Oui, s'il faut que je mette debout. Bonjour à tous. Donc, aux archives départementales, qui est un service qui dépend du Conseil général, nous avons la chance de conserver plusieurs fonds qui proviennent de la famille de Fossat. Donc, le plus connu, souvent, c'est celui du père. Donc, François de Fossat, le premier du nom, qui était jurisconsulte et qui a énormément travaillé sur l'histoire du Roussillon et qui a fait énormément de copies. Donc, ça, c'est un des premiers fonds. Et nous avons également un fonds de correspondance. Alors, je ne pourrais pas dire à l'heure actuelle encore combien il y a de lettres à l'intérieur. Il y en a plusieurs centaines. Elles vont de 1793, mais quelques rares lettres pour cette période-là, jusqu'en 1823, et ce sont toutes des lettres que François de Fossat a écrites à sa sœur Thérèse, du moment où il a quitté Perpignan jusqu'au moment où sa sœur est morte. Donc grâce à cette correspondance, on a la possibilité de retracer le parcours professionnel, émotionnel, physique, en termes de santé, en termes de tout un tas de choses, puisqu'il lui raconte pratiquement tout, mais malheureusement, il lui parle assez rarement de musique, il faut le reconnaître. On est tout le temps en train de chercher des petits indices qui nous renseigneraient, et il y en a assez peu. Donc il faut aussi la combler des vides. Et donc sa sœur Thérèse, qui était, pour aller vite, Jacques Héralt vous a un peu donné des pistes là-dessus, c'était l'amour de sa vie, sa sœur. Donc du moment que sa sœur meurt, il n'y a plus de lettres. Donc un peu plus des 20 dernières années de sa vie, on ne sait pas trop ce qu'il fait. On ne sait pas trop. Enfin, ce qu'il fait encore, il était dans l'armée, donc on peut... Oui, on sait qu'il s'est marié, on sait qu'il a eu des enfants. Enfin, il y a des petites choses qu'on sait sur sa vie, mais on n'a plus un récit quotidien ou hebdomadaire de sa vie. Donc c'est à ce moment-là que c'est plus difficile à retracer. Mais effectivement, ce fonds de correspondance est exceptionnel parce qu'il court sur plus d'une vingtaine d'années, une trentaine d'années même. Et ça nous permet de le suivre dans toutes ses péripéties, puisqu'effectivement il a une vie digne d'être tourné dans un film. Enfin, je veux dire, il a eu une destinée exceptionnelle dans plusieurs pays, victime de révolution d'un côté, il s'en va de l'autre, et une révolution de l'autre côté, donc il est obligé de retourner ailleurs. Enfin, vraiment, il a une vie très très compliquée, ce garçon. Donc, toujours à l'initiative de monsieur Pierre Coureux, qui est venu nous voir il y a quelques mois en nous disant qu'il voulait monter une manifestation là-dessus. On s'est attelé à étudier d'un peu plus près cette correspondance pour pouvoir présenter l'année prochaine un portrait le plus fidèle possible de François de Fossat tel qu'il se décrit à sa sœur. Donc en fait c'est son portrait par lui-même, par le biais de la correspondance qui a été conservée. Donc on espère d'ici là avoir un peu plus de matière sur le personnage. Je vous remercie. Guillaume, pour en rester là, tu as parlé du 12 de Mayo, de Goya, j'arrête. De Fossat n'a peut-être pas connu, ça c'est difficile à dire, n'a pas croisé Goya, mais il a dû croiser un de ses assistants, qui s'appelle Agustín Esteve, qui a fait le portrait du protecteur de Fossat, c'est-à-dire Miguel José Dasanza. Et comme ce portrait, il vivait avec Dasanza, donc il a vu ce portrait et il a été en contact, mais il n'a en fait aucun état dans sa correspondance. Merci. Bonjour, je m'appelle Paul Boyesen, je suis norvégien. Voilà, d'origine. Je peux vous traduire, si vous voulez. Voilà, d'origine. Et je suis devenu Perpignan. Voilà, je suis devenu français de rares norvégiens qui ont laissé tomber ma nationalité pour, effectivement, vivre l'appartenance là où je suis. Bon, ça c'est la première chose, je vais vous traduire. Ça c'est la première chose. Ou là, comment il s'appelle? Ouais, norsk. Runar Kjelsberg.
Ça vous dit quelque chose? Bon, Runad, ça c'est un très ancien nom viking. Kjelsberg, c'est la montagne du Kiel. On ne sait pas où c'est le Kiel. Mais bon, voilà, ça c'est le nom. Par contre, je veux dire une chose, c'est que je suis très touché par, effectivement, ce musicien, compositeur, pour la simple raison qu'en voit son histoire, il traverse des événements où il ne contrôle rien. Rien. Et lui, il est fidèle à la musique, l'art, qui traverse toutes les frontières et les cultures. Merci. C'est pour ça qu'on ne peut pas en faire un musicien simplement perpignanais. Vous comprenez? Perpignanais, oui, mais... Oui, merci, monsieur Boysen. Suite à l'intervention de Mme Magali Rieu, je voudrais continuer à informer le public ici et dire qu'il y aura bien sûr un grand projet aux archives départementales, puisqu'une exposition est en préparation. C'est ce que nous a annoncé Magali. Il y aura également, et là je me tourne vers monsieur Jacques Kéral, parce que, qui se rassure, il y aura un colloque international à l'université de Perpignan sur François de Fossat. Il y aura des musicologues, des historiens des historiens de l'art, des historiens tout court. Pardon? Voilà, il y aura disons que c'est un projet qui est proposé et qui a été décidé par M. Marty, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais il m'avait autorisé bien sûr, à annoncer ce projet de colloque qui aura lieu très certainement à l'automne 2015. Et donc, vous serez bien sûr informés. Il y aura les lettres de cadrage à partir du mois d'octobre, je crois. Et la presse, bien sûr, sera informée. Un colloque, je ne sais pas si vous savez, mais c'est public. Si vous vous intéressez à l'histoire, vous pouvez venir écouter les personnes qui donnent des communications. Et on apprend beaucoup de choses quand on suit un colloque. Voilà. Donc, merci, Madame Magali Rieu. Et également, merci, Monsieur Marty, Nicolas Marty, professeur doyen de la faculté de Perpignan, historien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions pour cette conversation? Sinon, si vous voulez quelques verres d'eau, c'est le moment.